Bonsoir à toutes et à tous, vous nous rejoignez pour votre rendez-vous de 22 heures. Nous verrons donc ces titres. Diplomatie et rayonnement diplomatique. Djibouti affirme sa centralité stratégique en accueillant 5 nouveaux ambassadeurs en République Djibouti. Et de là, nous allons donc indiquer une proximité du service dans la loi de décentralisation dit qu'il inaugure des nouveaux tribunaux. Et de là, nous allons au Proche-Orient, une guerre qui transforme la guerre en cauchemar sanitaire dans la bande de Gaza. Bonsoir à toutes et à tous. Nous ouvrons cette édition avec un message de condoléances. Le président de la République, son Excellence Ben Margueli, a rendu un vibrant hommage à la mémoire de Feu Ali Arif Burhan, figure politique djiboutienne de tout premier plan à l'époque de l'administration coloniale française, décédée lundi. Dans son message, le chef de l'État a souligné que Feu Ali Arif Burhan restera à jamais dans la mémoire collective de nos compatriotes comme un travailleur acharné, animé dans un sens aigu du devoir de résultat. Le président de la République a également mis en avant la reconversion réussie de Feu Ali Arif dans le monde des affaires au lendemain de l'indépendance, y voyant la preuve de sa grande capacité d'adaptation. Il s'est souvenu qu'un notable polyglotte, pétri de culture, doté d'un grand esprit de vertu. Dans son message également, le chef de l'État a imploré que Dieu le Tout-Puissant l'accueille dans un paradis éternel, tout en adressant ses condoléances les plus attristées à l'ensemble de la famille ainsi qu'à ses proches et amis. Décédé à l'âge de 91 ans, au terme d'un long combat contre la maladie, Feu Ali Arif Burhan laisse derrière lui l'image d'un patriarche respecté, à la tête d'une importante famille largement connue à Djibouti. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Diplomatie, cette fois-ci, le président de la République, Ismaël Mar Guelleh, a reçu ce matin au Palais de la République les lettres de créance de 5 nouveaux ambassadeurs étrangers accrédités auprès de notre pays. Il s'agit de nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République d'Indonésie à Djibouti, M. Faisal Cheri Shihatarta. Au cours de cette audience, le nouvel ambassadeur a réitéré sa disponibilité à œuvrer au renforcement des relations du partenariat entre la République Djibouti et l'Indonésie. Il a mis en exergue l'excellence des relations d'amitié entre la République Djibouti et l'Indonésie. Dans une courte intervention à cette occasion, le nouvel ambassadeur a dit en substance, je cite, « Excellence, Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous présenter les lettres de créance du président de la République indonésienne adressées à votre Excellence, m'accréditant en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République indonésienne auprès de Djibouti. J'ai également l'honneur de vous présenter les lettres de rappel de mon prédécesseur, le président de l'Indonésie. Djibouti occupe une place stratégique en Afrique de l'Est. Son port constitue le principal port d'entrée vers cette région et la Corne de l'Afrique dont dépend une grande partie des activités commerciales. Autour à présent de la Suisse et du Canada, le président de la République a également reçu les lettres de créance de la nouvelle ambassadrice de Suisse auprès de la République Djibouti, Madame Ricarda Chanda. À l'occasion de la remise des lettres de créance, l'ambassadrice a exprimé sa motivation à œuvrer au renforcement des relations d'amitié, d'échange et de coopération entre la Suisse et la République Djibouti. Comme l'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la Confédération de la Suisse auprès de vous et de transmettre les lettres de regret de mon prédécesseur. Le président de la République, son Excellence Manuel Guillaume, comme l'accoutumé, souhaité la bienvenue à Djibouti à cette nouvelle diplomate. Il a formulé les vœux de succès et de réussite et les assuré du plein soutien et entier du gouvernement et du peuple de la République Djibouti dans l'accomplissement de leur noble mission. Dans une brève allocution, la nouvelle ambassadrice a transmis les salutations chaleureuses et profond respect de la présidente de la Confédération suisse et du Conseil fédéral que le peuple suisse. Elle a ajouté que la Suisse accorde une importance capitale à l'amitié qui lie nos deux nations, bien que nos deux pays soient différents par leur taille et leur géographie.
À présent, l'ambassadeur du Canada, M. Nicolas Chimard, a Les été lettres de donc accrédité. créance m'accréditant en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Canada auprès de Votre Excellence, ainsi que les lettres de rappel de mon prédécesseur. L'ambassadeur a donc saisi cette occasion de la remise de lettres de créance pour faire état de sa détermination à œuvrer au renforcement des liens d'amitié et d'échange et de coopération entre la République et de Djibouti et le Canada. Dans son intervention faite à cette occasion, l'ambassadeur a indiqué que le Canada est résolument engagé à travailler avec Djibouti afin de préserver et de renforcer la stabilité dans cette région. Le président de la République a également reçu les lettres de créance de l'ambassadeur du Mexique, Monsieur Alejandro Ives. Au cours de cette audience, le nouvel ambassadeur a réitéré sa disponibilité à œuvrer au renforcement des relations du partenariat entre la République de Djibouti et le Mexique. Il a mis en exergue l'importance de consolider des relations d'amitié et de coopération entre les deux nations. Le président de la République a également, donc, comme à l'accoutumée, souhaité la bienvenue à l'ambassadeur. Il a assuré de la disponibilité du gouvernement et du peuple djiboutien à œuvrer donc pleinement dans sa mission. Le président de la République a reçu les lettres de créance de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République bolivarienne de la Venezuela auprès de la République Djibouti, M. Edi José Cordona. Merci beaucoup. Faire état de sa détermination d'œuvrer aux profondeurs des liens d'amitié et d'échange et de coopération entre son pays et la République Djibouti. Le président de la République, son Excellence Manuel Marguerite, comme l'accoutumée, souhaité la bienvenue à Djibouti à tous ces nouveaux ambassadeurs. Il a formulé le vœu de succès et de réussite, les assurant donc du soutien plein et entier de la République Djibouti dans l'accomplissement de leur mission respective à Djibouti. Également dans les titres, inauguration des tribunaux de premières instances et de statut personnel du Djikil. Le ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires, Ali Hassan Bahdon, a donc inauguré les nouveaux tribunaux de première instance et de statut personnel desservant les régions du Djikil et d'Ali Sébi. Cette nouvelle infrastructure judiciaire marque un tournant décisif dans le renforcement à la justice pour la population du Sud. Le ministre a été également donc accompagné d'une importante délégation comprenant le procureur de la République, le président du tribunal du statut personnel, du président de la commission des droits de l'homme, du directeur général des établissements pénitentiaires, de son conseiller technique Mohamed Aden Jama, ainsi que de plusieurs hauts responsables judiciaires et techniques. Sur place, la délégation ministérielle a été accueillie par le préfet de la région Hassan Abdi Roblé, du président du conseil régional Mahad Hussein Ahmed, en présence des autorités civiles, militaires et coutumières de la région. Une visite guidée des locaux a permis de découvrir ces nouvelles infrastructures régionales où ont désormais pris fonction Mme Iman Mohamed Elmi, président du tribunal de premières instances de la région du Sud, ainsi que Abdullahi Awali Arab, président du tribunal du statut personnel, ainsi que Abou Bakr Youssouf Saleh, procureur de la région du Sud. Le ministre s'est félicité de la qualité des installations permettant aux citoyens de la région d'accéder à des services judiciaires de proximité. Cette inauguration s'inscrit dans la politique gouvernementale de décentralisation des services publics au rapprochement de la justice et des citoyens sur l'ensemble du territoire national. Je vous propose à présent de suivre l'intervention du président du CNDH, Ali Soubni Ateye, dans son intervention.
Journée historique d'inauguration du tribunal régional. En tant que président de la Commission nationale des droits de l'homme, c'est un souci important que de rapprocher la justice des citoyens de nos régions. L'accès à la justice est vraiment d'abord le premier droit pour pouvoir obtenir réparation, pour obtenir justice, pour recourir à la force publique. Et c'est en cela qu'en tant que président de la Commission nationale des droits de l'homme, je dois saluer. Force est de constater que le ministre de la Justice, en même temps chargé des droits de l'homme, n'a pas ménagé ses efforts pour rendre opérationnel ce tribunal, et en l'espèce celui de la région de Dikil. Nous espérons que cela va suivre Dikil. Aujourd'hui c'est fait, le reste suivra. Obok et Balbala à suivre. Le ministre des Affaires pénitentiaires s'est également exprimé à notre micro. Il a déclaré, je cite, « Nous sommes réunis aujourd'hui ici pour inaugurer les nouveaux locaux de la justice pour la région de Dikil, mais aussi d'Ali Sébié. Je tiens également à remercier le chef d'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, à l'origine de cette initiative majeure de décentralisation de la justice qui devient aujourd'hui une réalité concrète. Cette structure permettra de rapprocher la justice des citoyens et de renforcer l'accès équitable aux droits. Elle est désormais entre de bonnes mains avec l'engagement du préfet, du président du conseil régional, des magistrats pleinement mobilisés pour servir les populations. C'est une étape importante vers une justice de proximité au service de tous. Dikil également, qui a observé donc une soirée festival. La place Bernard a vibré jeudi soir au rythme d'une mobilisation exceptionnelle. Des centaines de Dikilois et Dikiloises venus des chefs-lieux ainsi que de la sous-préfecture d'As'ila, de Mouloud, de Yebouki, qui se sont rassemblés pour réaffirmer leur soutien unanime à son Excellence Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh en vue de l'élection présidentielle d'avril 2026 à l'initiative de Mohamed Hamed. Jeunes Dikilois dont l'engagement a su mobiliser l'ensemble de la région. Cette soirée d'envergure illustrait à l'adhésion massive de la population à la vision politique et au projet présidentiel du chef de l'État. L'événement a également été marqué par la présence hautement symbolique de Mme Safia Awad, veuve de l'ancien Premier ministre Feu Barkhad Gourat Hamadou, figure historique majeure ayant profondément marqué l'histoire politique de Djibouti. Sa participation à cette mobilisation a conféré à la rencontre d'une dimension particulière, renforçant la portée politique et symbolique de cette démonstration de soutien populaire de la région. Hambaliyo amaan durugsan dadka reer Jabuutaale. Howlada dareenkoodu meel fog baa laclaanaye. Fadhi waxaan diraynaa wadanigu ku diirsado nacabkana wadkala daran.
Social à présent, ce matin, le ministère des Affaires sociales et de la Solidarité, en collaboration avec l'Union nationale des fermes djiboutiennes, l'UNFDI, a organisé une cérémonie marquant le lancement officiel du programme Solidarité urbaine. Ce projet est une opportunité significative pour renforcer les conditions de vie des populations vulnérables. Cérémonie qui a été présidée par la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Mouloufa Ismail Abdo, en présence des cadres de l'UNFD, des représentants du ministère des Affaires sociales, ainsi qu'un large foule, principalement composé de femmes issues de la société civile. Le programme Solidarité urbaine a pour objectif principal de renforcer les projets sociaux soutenus par le ministère des Affaires sociales et des Solidarités et le gouvernement dans son ensemble. Il vise également à améliorer l'employabilité à travers les projets générateurs de revenus. De plus, le programme entend soutenir les collectifs de gestion communautaire, communément appelés le Centre de gestion communautaire, le CGC, en légalisant ce mécanisme social et en offrant les formations aux dirigeants. Ce projet se veut vecteur de changement et d'amélioration des conditions de vie des populations les plus vulnérables en favorisant leur autonomie économique et leur capacité à s'organiser collectivement. Lors de cette cérémonie de lancement, à l'initiative a été accueillie avec enthousiasme de la population présente qui a manifesté son soutien à travers des applaudissements et des cris de joie, témoignant ainsi de son engagement envers ce projet porteur d'espoir. Le ministère des Affaires sociales et des Solidarités réaffirme son engagement à œuvrer pour le bien de toutes les Djiboutiens et Djiboutiennes, en particulier les plus démunis, invitant donc toutes les parties prenantes à s'impliquer dans cette démarche collective. Nous allons à présent observer l'intervention du président de la commune de Babela et celui de la commune de Belaos. Ce programme traduit une volonté forte de l'État de placer la solidarité, l'inclusion sociale et de la dignité humaine au cœur de la politique publique, en particulier au bénéfice des populations urbaines les plus vulnérables. Il répond à des réalités quotidiennes de connaissances et de communes, notamment celle de Balbala, où les besoins sociaux demeurent une importante et multiple forme. Maintenant, la commune de Balbala salue cette initiative en tant que président de la commune de Balbala qui viennent renforcer les mécanismes de protection sociale, soutenir les familles en situation de précarité, promouvoir l'autonomisation, les employabilités de jeunes, la maison de la solidarité, la cohésion sociale. Ces programmes constituent un levier essentiel pour réduire les inégalités en favorisant un développement urbain plus humain et plus équitable. En tant que président de la commune de Balbala, je tiens à réaffirmer à l'entière disponibilité de la commune à accompagner la mise en œuvre de ce programme sur le terrain en étroite collaboration avec les services du ministère des Affaires sociales et de la Solidarité. Le MAS, à sa tête, la ministre, a beaucoup fait. Comme mettant en œuvre la politique du président de la République, a beaucoup fait pour la capitale. Nous savons qu'elle a mis des antennes à proximité de communes pour mieux écouter et pour mieux accompagner la population des communes de Balbala, de Boulaous et de Razdika. Nous savons les réalisations effectuées à Djibouti et dans les régions de l'intérieur. Aujourd'hui, je peux dire que nous sommes à l'apogée. Donc quand on vient à solidarité urbaine, donc à proximité, donc quand on fait la maison de solidarité dans les quartiers, quand on écoute la population vulnérable pour les accompagner, pour les orienter, que le MAS est là pour aider, pour accompagner. Nous avons vu déjà auparavant donc des crédits qui ont été octroyés, des crédits avec des taux zéro, avec un intérêt zéro.
Donc, vous savez, aujourd'hui, être à côté de la personne, pour l'écouter, pour l'accompagner et surtout pour créer des emplois, ça, c'est ce que nous attendions. Nous allons à présent observer donc l'intervention de la ministre qui dit donc dans son intervention le programme de solidarité urbaine accorde une place centrale à la promotion des activités génératrices de revenus en faveur des jeunes filles et femmes considérées comme acteurs clés du développement socio-économique. Écoutons sa première partie. Que je vienne à l'UNFD, je n'ai pas l'impression d'être ni une invitée. Moi, j'ai tout appris à l'UNFD, j'ai grandi à l'UNFD, j'ai vraiment acquis toute cette connaissance dans la gestion de la communauté grâce à l'UNFD et à sa tête, grâce à la première dame, Madame Khadra Mohamed Haït, qui est notre mère à nous toutes, qui a formé les jeunes filles, qui aujourd'hui sont des parlementaires, sont des élus locaux, sont des ministres que nous sommes. Enfin, on lui dit merci beaucoup, Madame la Première Dame, pour tous vos efforts que vous faites pour nous et pour toute la population de Djibouti. C'est avec un immense plaisir et un grand honneur que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion donc de cette cérémonie de lancement du programme de solidarité urbaine. Je voudrais, à l'entame de mes propos, comme je viens de le dire, rendre un hommage vibrant à la Première Dame et Présidente de l'Union nationale des femmes de Djibouti, Hajia Khadra Mahmoud Haït. Mesdames et messieurs, le ministère des Affaires sociales et des solidarités est chargé de la lutte contre la pauvreté et la promotion de la solidarité nationale, et ce, conformément à la vision éclairée de son Excellence Al-Hajj Ismail Omar Guelleh, hafadahullah wa ra'a. La cérémonie qui nous rassemble ce matin s'inscrit dans cette longue tradition d'action sociale au service de la cohésion nationale et de la protection des plus vulnérables. Pour la seule année 2025, permettez-moi de donner quelques chiffres. Grâce à la mise en œuvre de programmes sociaux pertinents, les résultats suivants ont été enregistrés. Plus de 25 000 ménages ont bénéficié des filets sociaux. Plus de 2500 étudiants issus des régions ont été couverts par le programme ASRI, Restauration universitaire. Plus de 110 000 individus sont couverts par l'assurance maladie universelle. 125 caisses rurales d'épargne et de crédit regroupant plus de 3 000 membres ont été créées. Plus de 122 infrastructures de services sociaux de base ont été réalisées à travers l'approche DCC, renforçant ainsi la solidarité rurale à travers notre agence d'exécution, la DDS. Plus de 1500 jeunes ont été formés dans les domaines techniques, pour ne citer que cela. Ainsi, le MAS démontre chaque jour davantage que l'action sociale ne peut produire de résultats concrets que lorsqu'elle est bien présentée et bien ancrée sur le terrain, autant rural qu'urbain. Cependant, force est de reconnaître que la société évolue. Les quartiers grandissent, les jeunes aspirent à plus d'opportunités et les communautés à plus d'écoute et de reconnaissance. C'est ainsi qu'après la solidarité rurale, portée par la caravane de solidarité depuis 4 ans, qu'il était plus que nécessaire de se rencontrer dans nos quartiers. Dans le cadre de l'édition 2026 de la Semaine nationale de la solidarité, le ministère des Affaires sociales et des Solidarités, en partenariat avec l'Union nationale des femmes de Djibouti, redouble d'efforts et engage une nouvelle dynamique construite sur la solidarité de proximité à travers le lancement du programme de solidarité urbaine. Mesdames et messieurs, une communauté forte repose aussi sur l'avenir de sa jeunesse. Un jeune sans perspective reste fragile. Un jeune formé, accompagné et soutenu devient un véritable moteur de développement. Et dans sa seconde partie, la ministre stipule donc que cette journée est une réponse concrète apportée conjointement par le ministère des Affaires sociales et des Solidarités en union avec l'Union nationale et des femmes djiboutiennes afin de prendre part à leurs travaux. Cette optique que le ministère a choisi d'investir concrètement dans leurs capacités, offrir un permis de conduire ou proposer une formation en langue. Ce n'est pas simplement remettre un document ou un certificat, c'est ouvrir les portes du travail, de la mobilité, de l'autonomie, le soutenir davantage. De plus, le programme de solidarité urbaine accorde une place centrale à la promotion des activités génératrices de revenus en faveur des jeunes et des femmes considérés comme des acteurs clés du développement socio-économique. Mesdames et messieurs,
Comme vous le savez, aucune action sociale durable ne peut réussir sans des communautés organisées et responsables. Ainsi, les CGC sont le cœur battant de nos quartiers. Ils connaissent des réalités, identifient les besoins et mobilisent les habitants. C'est donc conscient de cette réalité et faisant suite à l'appel des communautés, des quartiers de 2 communes de Boulos et de Balbala, lors de leur rencontre au quartier 4 du mois dernier, sollicitant le renforcement de leur statut légal, que le président de la République, Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh, nous a instruit à répondre rapidement et efficacement à cette doléance émanant des quartiers. Cette journée est donc l'objet d'une réponse concrète apportée conjointement par le ministère des Affaires sociales et l'Union nationale des femmes djiboutiennes, afin d'une part de les légaliser à travers les coopératives sociales et d'autre part de leur donner les moyens techniques et financiers afin de promouvoir, soutenir et mener des actions communautaires sociales bénéfiques à la collectivité et aux communautés. Quand également une caisse solidaire fonctionne, quand un comité est structuré, c'est toute une communauté qui gagne en autonomie et en confiance. Avant de clore mes propos, je voudrais remercier chaleureusement l'UNFD pour sa franche collaboration et son partenariat exemplaire, les présidents des communes, le préfet de Djibouti, la maire et la mairie de Djibouti et tous les acteurs communautaires pour leur dévouement quotidien, sans oublier tout le temps et en toutes circonstances nos parlementaires. Je forme le vœu que cet ambitieux programme soit couronné de succès pour le plus grand bénéfice de nos communautés et je vous remercie. Social également, SOS Village d'enfants en étroite collaboration avec le ministère de la Femme et de la Famille, organisé ce matin à Ila Hotel une cérémonie officielle de lancement du programme d'action humanitaire en réponse d'urgence à la sécheresse destinée à la région de Dikil et ses localités environnantes. Cette initiative humanitaire s'inscrit dans le cadre des efforts conjoints du gouvernement de la République et de ses partenaires pour faire face aux effets de la sécheresse persistante qui affecte durement les populations vulnérables, en particulier les enfants, les familles vivant dans les zones rurales et pastorales. Cette cérémonie de lancement s'est déroulée en présence de Mme Mona Ousmane, ministre de la Femme et de la Famille, de Monsieur le ministre de l'Environnement et de développement durable, Mohamed Abdelkader Moussa, et ainsi que le préfet de la région d'Ikil, Hassan Abdi Roblé. Était également présent le directeur national de SOS Village d'enfants, Amar Dileta, ainsi que de nombreux représentants des institutions publiques, des partenaires techniques et financiers de la société civile et des acteurs humanitaires, l'armée et la gendarmerie également. Le programme prévoit notamment des actions de soutien alimentaire, d'accès à l'eau potable, de protection de l'enfance, ainsi que des mesures d'accompagnement psychosocial et de renforcement de la résilience des familles. Dès septembre, le soutien de ces partenaires internationaux et grâce à leur engagement, nous lançons aujourd'hui une intervention majeure au bénéfice de la région de Dikil, l'une des plus sévèrement touchées lors des dernières sécheresses. Ce projet permettra d'accompagner plus de 10 000 personnes, principalement des enfants et des familles en situation de grande vulnérabilité. L'objectif est clair: protéger les enfants, renforcer la résilience des familles et soutenir les moyens de subsistance tout en améliorant l'accès à l'eau, aux services de protection et à l'appui psychosocial. Le projet débutera dès le mois de décembre, dans lequel nous sommes actuellement, pour une durée de 2 ans. Pour assurer une présence durable dans le sud, nous ouvrirons également des antennes opérationnelles à Dikil d'ici la fin du mois. Cette implémentation nous permettra d'intensifier nos actions humanitaires. La ministre de la Femme et de la Famille, Mona Ousmane, a souligné l'importance de la synergie entre les institutions gouvernementales et les organisations humanitaires pour garantir une prise en charge efficace de la population les plus vulnérables, tout en réaffirmant l'engagement du gouvernement à placer la protection de l'enfant et le bien-être des familles au cœur de la priorité nationale. On l'écoute. Pour moi, un profond sens de responsabilité, mais aussi une conviction forte de venir prendre parole aujourd'hui à l'occasion de ce lancement officiel du projet Réponse d'urgence intégrée à la sécheresse et au relèvement des moyens de subsistance pour la région de Dikil, qui sera mise en œuvre par SOS Village d'enfants de Djibouti
en étroite collaboration avec le gouvernement de la République du Djibouti et l'ensemble de ses partenaires. Depuis l'appel du chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, concernant donc la réponse face à la sécheresse qui touche nos communautés et de façon conjointe et synergique avec les actions du gouvernement et les partenaires, nous voilà encore aujourd'hui réunis pour une réponse ciblée et adéquate à une situation donnée dans la région de Dikil. Cette situation affecte gravement les équilibres socio-économiques de nos communautés et touche de manière disproportionnée les femmes, les enfants, les ménages dirigés par les femmes, les personnes âgées ainsi que les personnes vivant avec un handicap. Dans la région de Dikil, et notamment sous l'ensemble de ces préfectures, de ces sous-préfectures, les conséquences sont profondes et multisectorielles. La perte de bétail, la raréfaction de l'eau, l'augmentation du coût de la vie, l'affaiblissement des mécanismes traditionnels de solidarité fragilisent durablement les familles. Seulement, au niveau de la région de Dikil, nous constatons plus de 5000 ménages qui ont vu leurs moyens de subsistance sévèrement affectés. Et derrière ces chiffres se trouvent des femmes contraintes de faire des choix impossibles, des enfants exposés à la malnutrition, à l'abandon scolaire et à diverses formes de violence. Face à cette réalité, le projet que nous lançons aujourd'hui aux côtés de SOS Village représente une réponse humanitaire intégrée, ambitieuse et indispensable. Direction le Maroc, la République Djibouti a pris part au deuxième forum d'affaires sur la zone de libre-échange continental africain, également dit XELAF, tenu au Marrakech du 11 au 14 décembre 2025 à travers une délégation de haut niveau conduite par le ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Oussama Dirié. Il était également donc accompagné du président de la Chambre de commerce, Youssouf Moussa Douali, ainsi que le secrétaire par intérim, Ismail Hassan Toukanlé. Ce forum qui a réuni 36 délégations africaines a constitué une étape majeure dans la réflexion collective sur le renforcement du commerce intra-africain, ainsi que la présentation de la prochaine conférence ministérielle d'Organisation mondiale du commerce prévue en mars 2026 à Yaoundé. Lors d'une retraite ministérielle préparatoire, le ministre djiboutien a mis en lumière le rôle central du XELAF dans la transformation économique du continent. Il a également souligné les avancées réalisées par Djibouti, notamment dans l'adoption d'une stratégie nationale de modernisation des procédures douanières, ainsi que les actions engagées en faveur du soutien aux entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises. Le ministre a également donc réaffirmé l'ambition de Djibouti de se positionner comme hub logistique continental en s'appuyant sur ses ports, ses corridors régionaux et ses zones franches en service d'un marché africain intégré. Les travaux ont porté sur plusieurs thématiques stratégiques, notamment les chaînes de valeur continentales des infrastructures logistiques, l'innovation financière numérique, ainsi que les rôles clés du secteur privé. À cet égard, la participation du président de la Chambre des commerces a permis de mettre en valeur l'expérience nationale en matière des zones franches et de facilitation du commerce. En marge de ce forum, des rencontres bilatérales ont été tenues avec les autorités marocaines en vue de renforcer la coopération entre Djibouti et le Maroc, notamment dans les domaines portuaires, des normes et de qualité, ainsi que dans le tourisme. À l'issue donc de cette rencontre, Djibouti a réaffirmé son engagement en faveur d'une intégration économique africaine renforcée, fondée sur le développement du commerce intra-africain, la modernisation et les infrastructures, ainsi que l'implication accrue du secteur privé. Et de là, nous allons donc à l'Assemblée nationale où une commission de finances économiques générales du plan s'est réunie aujourd'hui pour la poursuite de l'examen du projet de loi de finances numéro 203 de l'année 2025, 9e ligne portant sur le budget initial de l'État pour l'exercice 2026. Sous la conduite de l'honorable Sharmaki Moussari, le président de la commission, la séance a été consacrée à l'audition du ministre de l'Éducation nationale en présence du ministre du Budget. Les échanges ont porté sur l'analyse détaillée
détaillé des crédits budgétaires alloués au secteur de l'éducation ainsi que dans la prévision des recettes et autorisation des dépenses prévues pour l'exercice budgétaire 2026. Les travaux de la Commission des finances et de l'économie générale et du plan se poursuivront dans les prochains jours, toujours dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances, budget initial 2026. Éducation, cette fois-ci, l'éducation nationale et de la formation professionnelle, le MEPFOB, a donc focalisé ce matin le lancement de l'atelier de formation des formateurs, d'évaluateurs de manuels scolaires en partenariat avec la COMEM et l'UNESCO. La cérémonie qui s'est tenue à Cripen, rassemblant les acteurs clés de l'éducation dans la directrice générale du Cripen, Roda Mohamdessé, des représentants des diverses institutions éducatives. Cet atelier organisé du 15 au 19 décembre 2025 s'inscrit dans le cadre du projet ressources éducatives soutenu par l'Agence française de développement. Son objectif principal est de former un noyau formateur d'évaluateurs qualificatifs capables d'évaluer et d'améliorer la qualité des manuels scolaires dans 13 pays francophones d'Afrique. Madame Ayane Ousmane Abrar, rapporteure générale du COFEN, a exprimé sa gratitude pour l'accueil reçu tout en soulignant l'importance stratégique de cette formation pour l'avenir de l'éducation en Afrique francophone. Elle a rappelé que les manuels scolaires sont des outils essentiels de la mise en œuvre des apprentissages. Dr Guy Roger Kaba, chef de la division du Comment, a indiqué que cette initiative s'inscrit dans un processus engagé depuis 2021 visant à évaluer les manuels scolaires à l'échelle internationale. Il a insisté sur la nécessité de diffuser des compétences à travers les systèmes éducatifs nationaux, favorisant une dynamique de formation en cascade. Nous allons donc contribuer à la formation de 10 formateurs d'évaluateurs de manuels scolaires pour que eux aussi à leur tour soient capables de former d'autres acteurs des systèmes éducatifs dans l'évaluation des manuels scolaires. Alors, les manuels scolaires sont la ressource la plus utilisée par nos élèves, par nos enseignants en classe. Ça situe toute l'importance de ce projet qui concerne 14 pays. Voilà, donc le but, c'est qu'on ait un noyau d'évaluateurs. Et pour cela, nous avons un outil particulier. Cet outil, c'est une grille d'évaluation qui est conforme aux standards internationaux et qui tient compte des particularités des pays. Et de là, nous allons dans la ville blanche à Tadjoura. Au cours de la journée du 10 décembre 2025, Fatouma Moussa a accompagné des parlementaires de la région ainsi que dans le préfet adjoint Habib Djilani se sont rendus dans la sous-préfecture de Dora. La délégation qui a été accueillie par les parlementaires de la sous-localité Mraden et Mme Halou Ibrahim, par le sous-préfet de Dora également, Mohamed Abdullah Kamil, ainsi que des membres du comité de gestion communautaire. La séance a débuté par des mots de bienvenue par le sous-préfet Mohamed Abdullah Kamil, suivi par Mohamed Ali Youssouf, coordinateur du CGC, qui a présenté des activités réalisées notamment dans la campagne de sensibilisation menée dans les écoles sur la détection et la prise en charge des victimes de violences basées sur le genre. Accueillie sur les lieux, Mme Fatouma Moussa, secrétaire générale de l'UNFD, a exprimé donc une gratitude profonde envers la communauté locale. De son côté, la communauté de Dora a fait part de plusieurs préoccupations et besoins urgents. Ces doléances recueillies avec attention traduisent des défis majeurs dans divers domaines. Prenant la parole, Fatouma Moussa Abdi a exprimé sa gratitude profonde envers la population de Dora pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. Elle a transmis également les salutations de la Première Dame, salué le courage ainsi que le dynamisme des membres présents. Elle a par ailleurs donc souligné l'importance cruciale de l'alphabétisation, mettant en avant les progrès significatifs déjà enregistrés avant d'annoncer la mise en œuvre de la nouvelle stratégie nationale. Dans le cadre de l'appui de la société civile, la délégation de l'Union européenne à Djibouti, en collaboration avec le conseil régional d'Obok et de la préfecture, a organisé jeudi 4 décembre une journée de sensibilisation consacrée aux futurs appels à proposition de l'Union européenne pour 2026. Cette rencontre a été suivie d'une formation pratique sur le montage des dossiers destinés aux organisations de la société civile OSC.
de la région d'Obok. Donc, cette initiative qui vise à accompagner les OEC locales dans la compréhension des priorités européennes 2021-2027 dans des cadres du programme NDCI Global Europe et renforcer leurs capacités afin de leur permettre de soutenir et être compétitifs dans leurs dossiers. Au cours donc, de cette journée, l'équipe du PASOK donc, a délivré des messages clairs structurant l'endroit des OSC. Elle a également insisté sur la nécessité de disposer d'une gouvernance interne fonctionnelle et transparente, des documents administratifs et financiers à jour, ainsi que des projets répondant concrètement aux besoins des communautés locales. L'accent a également été mis sur l'importance d'un alignement clair aux priorités de l'Union européenne, notamment en matière de genre, de climat, d'inclusion sociale, de transition numérique et de participation citoyenne. Prenant la parole, la représentante donc, de la région de Dobok, Aïcha Bakar, a salué cette initiative et a exhorté l'OSC de la région Dobok de sans tarder pour participer aux futurs appels de proposition. Également rappeler que cet financement constitue une opportunité majeure pour les conditions de vie de la population d'Obok à travers des projets locaux, solides et innovants. Et de là, nous passons à l'actualité hors de nos frontières, notamment à Gaza, où l'effondrement des réseaux d'assainissement aggrave la crise humanitaire sous des intempéries hivernales. La guerre menée donc par Israël contre la bande de Gaza a provoqué des destructions massives des réseaux de drainage, des systèmes de gestion des déchets, aggravant considérablement des situations humanitaires déjà critiques dans l'enclave palestinienne. Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, l'effondrement des infrastructures basées a laissé des milliers de familles déplacées exposées à des risques sanitaires majeurs, alors que des pluies hivernales s'intensifient. Des fortes précipitations inondent donc les tentes et abris de fortune installés dans plusieurs zones du territoire, notamment dans le centre et le sud de Gaza. L'Agence des Nations Unies pour des réfugiés palestiniens indique également que la majorité des sites de déplacement ne constituent ni système de drainage fonctionnel ni d'installation sanitaire adéquat, forçant les familles à vivre au milieu d'eau stagnante, mêlant donc aux eaux usées. Les organisations humanitaires mettent en garde contre une détérioration supplémentaire des conditions de vie. Des réparations urgentes s'imposent, détruisant donc le système sanitaire des Palestiniens. Ce sera tout. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe de régie qui m'accompagne.